Bonjour à toutes et tous et très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle causerie de l'environnement et du développement durable où nous allons poursuivre la discussion avec Rodolphe De Villers. Bonjour Rodolphe De Villers. Bonjour Monsieur Porlier. Nous allons poursuivre cette discussion sur la question de la protection de la nature. On a commencé à dresser un panorama général dans la première émission. Vous avez pu voir qu'il y a un certain nombre de facteurs qui influencent notamment négativement la nature et la biodiversité. Nous allons revenir là-dessus et puis nous allons compléter ce panorama général pour que vous ayez une vision globale des problématiques que nous détaillerons ensuite dans des émissions ultérieures où nous reviendrons sur des focus particuliers, sur des points particuliers. Rodolphe Villers, donc directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement et également à l'unité mixte de recherche Espace Dev à l'Université de La Réunion. Alors, pourriez-vous nous peut-être faire un petit résumé de ce qui s'est passé pour les personnes qui nous regarderaient et qui n'auraient pas vu la première émission, un petit résumé peut-être de ce qui s'est dit rapidement avant de poursuivre sur ce panorama général. Oui, bien entendu. Donc, on avait une session un petit peu où j'avais parlé de la biodiversité sur Terre et avec un focus sur les océans. Donc, j'avais dans un premier temps un petit peu couvert les raisons pourquoi est-ce qu'il faut protéger la biodiversité. Et puis j'avais expliqué que dans les 50 dernières années, en fait, on avait eu quasiment plus d'impact sur l'environnement que dans tout le reste de l'histoire de l'humanité. Pas de l'humanité, en fait, de la Terre. Plus de 4 milliards d'années. Et je parlais un petit peu dans le contexte des océans, justement, des différentes actions, des différentes activités que l'homme a, qui peuvent avoir des impacts sur la biodiversité. Donc on avait couvert des choses comme la pêche, par exemple, utiliser différents types de filets de pêche qui pêchent des fois des poissons et des fois ce qu'on ne veut pas non plus, d'autres espèces, etc., qui peuvent endommager le fond des océans. Couvert les changements climatiques, parler de pollution terrestre et de l'impact un petit peu qu'ont l'environnement terrestre sur l'environnement marin. Donc ce qui pose un petit peu des questions sur comment est-ce qu'on protège l'environnement marin. Et bon, on y viendra, mais c'est pas forcément juste en protégeant l'environnement marin qu'on protège l'environnement marin. Voilà, c'est des questions un peu compliquées. Le développement du littoral, donc qui est relié un petit peu à l'augmentation de la population, un sujet dont on a parlé et je vais revenir. Et différentes activités comme l'extraction de pétrole, par exemple, de gaz naturel en milieu marin, le transport maritime qui en fait apporte la majorité des biens que nous avons sur Terre et encore plus particulièrement à La Réunion. Mais aussi des activités un petit peu plus récentes ou qui sont en émergence, donc comme l'aquaculture qui remplace un petit peu tranquillement la pêche en mer. Donc on a énormément de poissons qui viennent d'aquaculture et qui présentent aussi des défis environnementaux qui sont importants, qui peuvent impacter la biodiversité. Et encore une autre activité plus émergente récemment, qui est l'extraction minière en milieu marin, où là on va vraiment mettre des installations sur le fond de la mer et on va extraire des minéraux à partir des fonds marins. Donc toutes ces activités, de manière générale, ont différents types d'impact, différentes intensités d'impact aussi. Donc certaines activités sont plus dommageables que d'autres. Et c'est un petit peu le panorama qu'on a fait rapidement dans la dernière séance. Ensuite, j'avais parlé un petit peu de comment est-ce que ces impacts évoluent pour montrer qu'en fait elles s'accroissent. Et elles s'accroissent entre autres, donc j'avais montré ce graphique en bas à gauche qui est assez connu, mais qui est la population mondiale. Donc on sait que la population mondiale évolue. Donc là on va des années 70 aux années 2017 dans cet exemple, où la population mondiale a quasiment doublé. Et j'avais mis un petit peu ça en contraste avec un autre graphique là-dessus, qui était l'extraction de la biomasse, donc qui est la quantité de vie, un petit peu, de biomasse donc, qu'on extrait des environnements naturels. Et en disant que c'était en fait très relié. Si vous regardez les deux courbes, on a un accroissement de la population et qui mène à un accroissement de la biomasse. Et pourquoi? Et en fait, c'est assez simple, c'est que plus on a de personnes sur la Terre, plus on a besoin de ressources pour subvenir à ces personnes. Donc chaque personne aura besoin de manger, aura besoin d'utiliser l'espace, de construire des maisons, de faire transporter des biens sur la mer. Voilà. Donc en gros, un des gros problèmes en conservation aujourd'hui, ce sont les impacts de cette augmentation de la population globale qui, malgré tous nos efforts pour essayer d'améliorer un petit peu nos pratiques de vie, en fait qu'on a de plus en plus besoin de ressources sur Terre. Voilà. Et donc on avait parlé un petit peu des solutions. Donc il y a un ensemble de solutions qui existent au niveau du gouvernement. Alors
On peut parler d'utiliser des filets de pêche qui sont plus performants, qui attrapent moins des prises accessoires, donc des espèces un petit peu qu'on ne visait pas, qui font moins de dommages sur le fond de la mer. On peut parler de transport maritime comme le transport aérien qui serait plus écologique, qui utiliserait peut-être moins d'énergie fossile, etc. Mais le sujet un petit peu qu'on voulait aborder dans ces causeries, c'était aussi celui des aires marines protégées, donc qui sont l'équivalent des parcs nationaux, mais en milieu marin. Et j'avais présenté un petit peu cet exemple d'un parc, d'une réserve naturelle en fait, parce qu'il y a différents types d'aires marines protégées. Donc là, on parle spécifiquement d'une réserve naturelle marine qui se situe dans le sud-ouest de la France, au sud de Perpignan. Je montrais un petit peu ce que c'est. Donc c'est un exemple d'aire marine protégée qui est donc un espace géographique défini par des frontières qui sont dans la loi. Donc ce sont les frontières qu'on voit ici. Et j'avais montré que cette aire marine protégée, donc elle avait deux types de protection. Donc il y avait cette première frontière que je vous ai montrée là, et une deuxième qui est une zone de protection renforcée, où en fait on va avoir des règlements qui sont encore plus restrictifs sur le type d'activité qu'on autorise ou pas. Donc c'est l'idée des aires marines protégées, c'est qu'on définit un espace, et pendant une longue période de temps, pendant des années et de manière un peu indéfinie, on va mettre des règlements à l'intérieur sur les activités qui vont être autorisées, autorisant, alors par exemple contrôlant la pêche, contrôlant les activités, donc les bateaux, est-ce qu'ils peuvent jeter leur ancre à cet endroit-là, est-ce qu'ils peuvent naviguer, est-ce qu'on a des bateaux de croisière par exemple qui peuvent aller à l'intérieur ou pas, est-ce qu'on a certains types de moteurs qui sont autorisés, est-ce qu'on a, voilà. Donc tous ces règlements-là, qui vont varier et qui vont faire qu'on va être capable de protéger les espèces qu'on a identifiées comme étant importantes à l'intérieur de ces D'accord. Alors, qui décide, à un moment donné, de créer une aire marine protégée, en fonction de quels critères, et comment est-ce qu'on positionne une aire marine protégée? Alors c'est assez divers. Donc qui décide en fait, ça peut aller donc il faut avoir déjà une certaine autorité, il faut avoir une capacité à gérer cet espace marin. Donc un habitant, par exemple, ne pourrait pas dire ce qui est en face de ma maison, je vais faire une aire marine Je protège protégée. tout ce qui est en face de ma maison. On Voilà. peut pas. Ça, c'est pas Mais possible. dans certains pays et dans certains contextes, un village peut le faire. Une commune pourrait le faire. Alors ça dépend du contexte politique, mais il y a des pays, par exemple, si je pense aux Philippines, par exemple, Mhm. où ça se fait beaucoup. La commune a une gestion un petit peu en face des eaux, en face de la commune, et peut faire des aires marines protégées. Ça se trouve dans d'autres contextes. Après, bon, dépendant du système politique, on peut avoir des aires marines protégées qui vont être gérées, comme par exemple en France, par les départements, les régions, au niveau national. En général, ça ne se fait pas au niveau international, où c'est assez rare, parce que c'est des contextes politiques qui sont assez compliqués. Mais donc ces décisions-là vont se faire souvent au niveau national, régulièrement au niveau régional et parfois au niveau local, dépendant des pays dont on parle. D'accord. Alors, puisqu'on parle de protection de la nature, avec votre grande expérience et votre grand recul aujourd'hui, est-ce que ça marche, ces aires marines protégées? Est-ce que c'est efficace? Est-ce que ça a un intérêt, au fond, au final? Alors, comme la plupart des scientifiques, je vais vous dire, ça dépend. J'aimerais que le monde soit blanc ou noir, mais ça dépend. Alors, ça dépend d'un tas de critères, mais on commence à bien comprendre en fait quels sont les facteurs qui font qu'une aire marine protégée fonctionne ou pas. Alors, d'une part, pour mettre un cadre autour de ça, là, quand on dit ça marche ou ça marche pas, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Alors, chaque aire marine protégée va avoir des objectifs. C'est quand on va créer l'aire marine protégée, on va se fixer des objectifs. Alors ça peut être de protéger des espèces particulières. Alors par exemple, dans celle-là que je vous montrais tout à l'heure à Cerber-Banyuls, il y a le mérou, qui est une espèce un petit peu emblématique. Donc on peut se dire, c'est stabiliser les populations de mérous, ou permettre un accroissement des populations de mérous, ou d'empêcher le déclin des populations de mérous, etc. Et après, ça peut être des écosystèmes, alors ça peut être des récifs, ça peut être des herbiers, etc. Donc quand une aire marine protégée se crée, on a des objectifs de conservation qui sont définis, auxquels vont être attachées des mesures qu'on va pouvoir faire. Alors si on dit on veut préserver les populations de mérous, par exemple, eh bien, on va aller sur le terrain et on va mesurer les mérous qu'on voit. Et d'une année à l'autre, on va voir si ces populations augmentent ou diminuent. Voilà. Mais excusez-moi, ouais. pour un profane sur le sujet, comment est-ce qu'on fait pour compter des mérous? Enfin, est-ce que c'est statistique? Est-ce qu'on compte vraiment la population? Comment est-ce que ça se passe? Ça dépend des espèces, hein. Il y a des méthodes scientifiques qui existent un petit peu pour compter ou pour mesurer la biodiversité et les espèces.
Donc oui, les mérous, ça peut être de faire des transects sous la mer et de prendre des vidéos et puis de regarder combien est-ce qu'on envoie sur ces transects-là et puis ensuite de vérifier ça par rapport à l'année d'avant, l'année d'avant, l'année d'avant. Puis il y a des questions d'échantillonnage, où est-ce qu'on observe, pendant combien de temps, avec quel équipement, etc. Donc ça va dépendre un petit peu des espèces auxquelles on s'intéresse. Mais donc, est-ce qu'une aire marine protégée fonctionne? Est-ce qu'elle va répondre, est-ce qu'elle va rencontrer les objectifs qu'on lui a fixés, hein? Alors déjà, les objectifs, ce n'est pas forcément de protéger toute la biodiversité, hein. Donc parfois, une aire marine protégée, on va dire qu'elle fonctionne parce qu'elle arrive à protéger une espèce, mais le reste se dégrade autour d'elle, hein. Voilà, il faut déjà nuancer cet aspect-là. D'accord. Après, on s'est rendu compte, c'est ça dans les 10 dernières années, en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que si elles sont bien planifiées, les aires marines protégées peuvent fonctionner. Bien planifiées, ça veut dire identifier justement les espèces qu'on veut protéger, interdire les usages, donc les activités humaines qu'on sait qui ont un impact sur ces espèces spécifiques, faire un espace qui est suffisamment grand, parce que si on essaye de protéger certaines espèces mais qu'on protège 100 mètres par 100 mètres, ça ne fera pas grand-chose. Donc on sait que la taille d'une aire marine protégée, le niveau de protection, l'ancienneté de l'aire marine protégée aussi, plus elle est vieille, plus ça fonctionne en général, ce sont tous des facteurs en fait qui vont avoir un impact sur la capacité de l'aire marine protégée à protéger, à faire ce qu'on lui demande. D'accord. Donc c'est sur des périodes qui s'échelonnent quoi, sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, 50 ans. Alors on n'a pas le recul qu'on a, donc les premières aires marines protégées, on parle des années 60, 70 en gros, donc on a un recul d'une cinquantaine d'années. Les effets vont dépendre, donc quand on crée une aire marine protégée, on verra rarement un effet 1 an ou 2 ans après, mais on pourra commencer à avoir des effets 5-10 ans après, donc ça va dépendre des systèmes, des espèces, etc. Mais clairement, entre 8 et 15 ans, normalement, on voit un effet. Parfois, on ne voit pas d'effet, et là, il faut s'interroger sur justement la planification qui a été faite de l'aire. Est-ce qu'elle est trop petite? Est-ce qu'elle n'est pas au bon endroit? Est-ce qu'elle ne protège pas les bonnes choses? Est-ce qu'on a des activités qu'on autorise qui ne devraient pas être autorisées? D'accord. Est-ce qu'on voit, ce sera peut-être la dernière question sur cette diapo, est-ce qu'on voit une différence réelle entre la zone de protection renforcée et la zone de protection, on va dire, plus allégée? Alors ici, les activités, vous les avez qui sont mentionnées à droite. Donc la zone de protection renforcée, qui est le petit cadre rouge ici, on a les activités. Vous voyez que les activités vont être plus restreintes que les activités en dehors. Voilà. Donc par exemple, dans la zone de protection normale, celle qui est en haut ici, qui est en bleu, on voit qu'on a le droit en fait à la pêche commerciale, par exemple. Des bateaux de pêche qui sont plus de la pêche artisanale auront le droit, avec des licences, des permis, d'aller dans cette zone-là et de pêcher. Alors qu'ils n'auront pas le droit d'aller dans la zone renforcée. Donc voilà, on voit qu'il y a un petit peu plus, et à La Réunion, c'est la même chose. Dans la réserve naturelle, vous avez les mêmes choses. Vous avez d'ailleurs les panneaux quand vous allez sur la plage, vous allez les voir, ils vont expliquer un petit peu les différents types de protection. Scientifiquement, on pourra en parler un petit peu, mais il y a une efficacité qui est différente aussi entre les zones de protection renforcée et les zones de protection normale. Donc plus on augmente la protection, plus on s'attend à ce qu'il y ait un effet positif en termes de biodiversité. Mais plus ça va être difficile un petit peu de gérer avec les acteurs qui, eux, souvent ont quand même envie d'avoir accès un petit peu. Alors, c'est sûr qu'on pourrait se dire, on crée une aire marine protégée, on n'a pas le droit de pêcher, on n'a pas le droit d'amener de bateau, mais on n'a pas le droit non plus d'y aller. On n'a pas le droit de nager, on n'a pas le droit de faire du snorkeling, on n'a pas le droit... Voilà. Après, ça dépend un petit peu de ce qu'on veut faire, donc on permet quand même certaines activités qu'on pense qui auront un impact négligeable ou minime sur l'environnement. Oui, parce qu'on le verra, ces aires marines protégées aussi ont d'autres intérêts, et notamment, on l'avait évoqué, le tourisme par exemple. Ça peut intéresser les personnes de venir d'observer justement une faune, une biodiversité plus importante dans des zones protégées. Donc c'est vrai que là, pour le coup, il y a un équilibre à trouver. Et donc là, on est sur la décision politique. C'est ça. Oui, c'est vrai que souvent, donc le motif en fait, qui est derrière la création d'aires marines protégées peut varier. Je dirais que très souvent, le motif n'est pas de protéger la biodiversité. Ça peut être de créer un petit peu des moteurs économiques régionaux, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, hein, parce qu'il y a moyen de faire justement de concilier les deux, de la protection de la nature et un petit peu de l'écotourisme, par exemple. Donc si on se promène, je sais pas, à La Réunion, à Maurice ou dans plein d'endroits dans le monde, il va y avoir des choses qui sont permises dans les aires marines protégées qui supportent l'économie locale et le développement touristique. Après, c'est un peu similaire dans le milieu terrestre aussi avec les parcs nationaux. Donc un parc national, pour nous, c'est un endroit où on protège la biodiversité, mais c'est un endroit où si on va en vacances, on peut faire du camping, on va aller marcher, faire de la randonnée, enfin dans les Alpes, si je pense par exemple
en métropole, sont des endroits en fait qui vont attirer le tourisme, mais qui vont essayer de le faire d'une manière respectueuse et qui vont aussi exclure de manière générale des activités industrielles de ces endroits-là. D'où effectivement l'attrait et puis l'engouement pour ce genre d'espace un peu plus naturel qui permettent de se reconnecter avec une nature plus préservée. C'est ça. Alors, est-ce qu'on peut peut-être regarder, peut-être faire une projection, élargir un petit peu notre approche et regarder peut-être dans ce panorama comment ça se passe au niveau mondial pour le coup? Oui. Donc là, je vous donnais un exemple d'une aire marine protégée, une petite aire marine protégée qui est dans le sud-ouest de la France. Alors c'est certain que ces aires marines protégées, on en retrouve un petit peu au niveau mondial. Donc là, je peux vous montrer une carte de la répartition des aires marines protégées dans le monde. Donc ça, c'est une base de données, c'est en ligne, hein, vous pouvez y aller si vous cherchez Marine Protection Atlas. Ça vous montre en fait, ici vous avez un chip, là, et ça vous montre à peu près près de 17 000 aires marines protégées dans le monde qui représentent près de 2,8% des océans. Donc premier constat, 2,8%, on se dit c'est pas mal, mais ça veut quand même dire que 97% des océans ne sont pas protégés, hein, ou ne sont pas protégés avec des aires marines protégées reconnues en tant que telles. Voilà, donc il faut réaliser que la majorité des océans sont gérés. Donc ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas protégés, hein. Il y a une certaine gestion qui est faite au niveau des activités, de la pêche, etc. Il y a des organismes qui existent, mais ils ne sont pas protégés comme des aires marines protégées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des endroits spécifiques, limités, dans lesquels il y a des règlements qui visent la biodiversité. Ça, c'est la grosse différence, en fait. C'est qu'une aire marine protégée vise à protéger la biodiversité, donc la vie, alors que la plupart des autres mécanismes de gestion sont plus de la gestion de l'environnement ou même de la gestion de stocks ou de ressources naturelles. Voilà. Donc au niveau mondial, ce qu'on voit ici, alors ici, ils ont décidé de classifier, et c'est quelque chose qui est assez bien, en bas à gauche, vous verrez, il y a différents types de zones. Alors en bleu, vous avez les protections qui sont fortes, donc ça vous montre les aires marines protégées où il y a énormément d'activités qui sont interdites. Donc une forte protection, alors qu'en vert, c'est moins protégé. Donc ils ont une manière de calculer ça. Mais ce qu'on se rend compte quand vous regardez la carte de manière générale, hein, c'est qu'après avoir vu que la majorité de la carte est grise donc, et non protégée par des AMP, c'est qu'on a des grosses aires marines protégées bleues, hein, on a des gros cercles bleus, alors vous en avez ici par exemple, etc. Des gros cercles bleus donc, qui sont très loin des centres de population globaux, donc en plein milieu de l'Atlantique, en plein milieu du Pacifique, etc. Et après, on a énormément, alors si je regarde en Europe, par exemple, vous allez voir sur les côtes européennes, vous avez beaucoup de petits points verts, ce qui montre qu'il y a énormément d'aires marines protégées, de protection plus faible, proche des côtes européennes, par exemple. Donc ça, c'est une première tendance, c'est que la majorité de la superficie, si on parle en termes de superficie, la majorité de la superficie, c'est-à-dire de ces 2,8% des océans qui sont protégés, sont en fait protégés dans quelques aires marines protégées géantes qui se situent en haute mer, très loin des centres de population. Et ensuite, on a énormément de très petites aires marines protégées proches des côtes de protection plus faible. Oui, parce que si on regarde votre carte, là, si on est à l'échelle, ça représente des zones très importantes en réalité en termes de surface maritime. C'est quand même effectivement très important. Et donc, ces zones marines, pour certaines, sont vraiment complètement isolées des continents. Ce sont des zones aussi, j'imagine, qui sont rattachées à des pays. Ce sont des zones aussi, en général, qui peuvent avoir un intérêt stratégique. Est-ce que ces aires marines aussi permettent de protéger? Est-ce qu'il y a d'autres dimensions dans la protection apportée par ces aires marines? Alors voilà, il y a différentes raisons pour lesquelles on va créer des aires marines protégées, ça dépend. Alors il y a des aires marines protégées, donc d'une part, et ça c'est quelque chose peut-être qu'on abordera dans une autre causerie, mais il y a tout l'aspect politique en fait, où internationalement les Nations Unies se sont mis d'accord pour augmenter la protection des océans et des milieux terrestres en aires protégées. Donc les pays créent pour protéger la biodiversité un tas d'aires marines protégées, mais il y a d'autres exemples. Alors là je peux vous mentionner par exemple les îles Chagos, donc, qui est dans l'océan Indien, au sud de l'Inde. Donc c'est une archipel de plusieurs îles qui appartient à la Grande-Bretagne et dont la plus grande île, Diego Garcia, a fait l'objet, dans les années 60, les Britanniques en fait, ont donné l'autorisation aux Américains de construire une base militaire. Malheureusement, il y avait, ou heureusement pour eux à cette époque-là, il y avait à peu près 1000 personnes qui habitaient là-bas, mais malheureusement, ils ont été déportés. Donc les Britanniques ont décidé de déporter ces personnes, dont il y en a pas mal qui sont à Maurice, entre autres.
et qui y a encore une bataille un petit peu judiciaire. Mais donc voilà, cette aire marine protégée a été créée entre autres pour protéger la biodiversité, mais a également été un outil un petit peu géopolitique important pour garder un petit peu une exclusion des habitants des Chagos et pour protéger cet espace. Donc c'est des choses qui ont été discutées dans des publications scientifiques, tout ça. Mais pour protéger l'espace un petit peu plus d'interférences un peu autres que la base militaire et que l'utilisation qui était faite pour des fins militaires des îles Chagos. Oui, donc on voit effectivement la question des aires marines protégées dépasse largement, et on aura l'occasion d'y revenir dans d'autres causeries, la question simplement de la biodiversité. On voit qu'il y a vraiment d'autres enjeux, d'autres dimensions, notamment géopolitiques, et je pense que ça peut faire l'objet effectivement d'une causerie à part entière. On peut peut-être faire un focus maintenant peut-être sur la Méditerranée. Vous aviez donc sur la partie Méditerranée, il y a pour le coup qui est bien étudiée. On a souvent l'impression qu'elle est quand même assez protégée, cette Méditerranée. En même temps, on a l'impression que c'est une mer qui est en train de mourir. Donc où est-ce qu'on en est Est-ce que ces aires marines apportent un plus, permettent de régénérer les zones qui étaient un peu en voie d'extinction pour certaines en termes de biodiversité? Voilà. Donc oui, la Méditerranée est un espace qui est quand même bien étudié, c'est pas le seul. Donc là, ce que je vous montre, c'est une illustration qui vient d'une publication scientifique d'un de mes collègues, Joachim Claudet, là, qui travaille pour le CNRS, où il s'intéressait en fait au niveau de protection. Donc un des messages que je voulais partager aujourd'hui, c'est que créer une aire marine protégée, c'est pas une fin en soi. C'est que ces aires marines protégées peuvent fonctionner ou non, comme j'ai parlé un petit peu, en fonction de différents critères. Et un des critères, c'est le niveau de protection. Donc ici, ce que vous voyez, c'est différentes cartes des aires marines protégées. Donc si on commence en haut à gauche, par exemple, sur la carte A, désolé. Donc ce qu'on voit, c'est chaque cercle, c'est une aire marine protégée, et la taille du cercle, c'est sa taille. Donc la taille, donc les petites aires marines protégées sont des petits cercles, les grandes aires marines protégées sont des grands cercles, et la couleur qu'on donne, donc c'est la légende qui est en haut à droite, que vous retrouvez en légende ici, c'est le niveau de protection. Donc plus la couleur est foncée, plus le niveau est élevé de protection. Alors, scientifiquement, il y a des études assez récentes qui ont montré que pour vraiment être efficace, une aire marine protégée, il faut qu'elle soit dans les deux catégories les plus foncées ici. Fortement protégée ou complètement protégée. Donc ça, c'est une classification qui est faite basée sur les activités qui sont permises dans ces aires marines protégées-là. Alors, ce que vous voyez en fait sur ces cartes-là, quand on passe, c'est qu'on passe de la carte A en haut à gauche, où on voit qu'il y a 6% de la Méditerranée protégée de manière générale, avec des aires marines protégées. Mais en fait, quand on se déplace un petit peu sur les autres cartes de A, B, C et puis ensuite D pour descendre, on a une visualisation seulement de ce qui est plus protégé. Chaque fois, on monte d'un cran. Donc on dit au début, on a 6% qui sont des aires marines protégées. Mais en fait, si on retire d'abord celles qui n'ont aucune régulation, alors le premier, c'est où il n'y a aucun règlement. Donc c'est des aires marines protégées en fait où il ne se passe rien. Voilà. Alors déjà, quand on passe après, on arrive à 4,5%. Ensuite, il y a des aires marines protégées où il y a vraiment des règlements, mais ça protège à peu près rien. Donc là, on passe encore. Et là, vous voyez, là, on fait un saut quantique un petit peu. On arrive à 0,3%. Donc déjà, on voit qu'au lieu d'avoir 6% de la Méditerranée protégée, on en a 0,3% qui ont une forme de protection qui est entre faible et élevé. Et donc, en augmentant un petit peu le curseur, on se rend à la fin où ce que je vous disais qui fonctionne, c'est 0,23% et ce qui est fortement protégé, c'est 0,06%. Donc, conclusion, c'est qu'il ne faut pas se laisser impressionner par les chiffres. Voilà. C'est que quand on entend dans les nouvelles, 10% des océans sont protégés, ou 3%, ou 15%, etc., il faut se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire protéger ? Protéger à quel niveau ? De quoi ? Etc. Donc ça, c'est quelque chose que nous, les scientifiques, on fait, mais il faut avoir faut être un petit peu sceptique quand on voit ces chiffres-là et se poser ces questions-là du niveau de protection, parce que, et le message important que j'ai là, c'est que créer une aire marine protégée ne protège pas forcément l'environnement, ne protège pas la nature. C'est pas si simple. Voilà. Oui, d'accord. On a énormément de cas où on crée des aires marines protégées et ça fait absolument rien. Et donc nous, scientifiques, on essaie de comprendre un petit peu la relation justement entre les mécanismes de protection et la protection et l'écosystème. Et est-ce qu'il y a des cas où les aires marines protégées aggravent la situation ? J'en ai pas en tête. Ça doit exister. Alors est-ce que ça peut...
Alors moi, des exemples fictifs, complètement fictifs, mais on pourrait prendre un endroit qui a pas été, où il n'y a pas trop d'activité, où il n'y a pas de tourisme, etc. On crée une aire marine protégée pour des raisons touristiques, et là en fait on a un influx de tourisme, on a des hôtels qui se développent, etc. Alors qu'avant il y avait presque rien. Voilà. Et donc la pression pourrait augmenter localement à ces endroits-là. Je dirais que c'est un cas qui est plus que fictif, qui est probablement assez exceptionnel. Je n'exclus pas qu'il existe. Mais non, en général, ce qui se passe, c'est qu'on donne plus l'impression de faire quelque chose, mais qu'on fait rien. Mais aggraver la situation, c'est quand même, ça serait rare. Ça serait rare. Ouais. Alors donc on est aujourd'hui finalement dans les situations de protection haute ou très renforcée sur des pourcentages de surface sur la Méditerranée qui sont très, très faibles. Est-ce qu'on peut espérer que ça augmente? J'imagine qu'il y a des coûts très importants peut-être. Est-ce que c'est possible? Oui, alors est-ce que c'est possible? Alors politiquement, internationalement, il y a une volonté de faire mieux. Alors nous, la communauté scientifique en conservation marine et en conservation, on a été très critique dans les 10 dernières années sur ces questions-là, justement en disant c'est bien de créer des aires marines protégées, mais il faut qu'elles marchent. Donc renforcer la protection. Et de plus en plus, on entend parler dans le discours politique de protection renforcée. Et donc récemment, par exemple, Saint-Paul et Amsterdam, ici, par l'État, a été renforcé. Ils ont renforcé la protection. Voilà. Donc ça avance. Après, le problème, c'est qu'on se heurte un petit peu au coût. Qu'est-ce que ça implique, en fait, de créer une aire marine protégée? Ça implique d'exclure des pêcheurs qui ont pêché là-bas pendant longtemps. Ça implique de pêcher moins de poissons. Donc ça sera moins de poissons qui sera commercialisé. Donc ça implique d'avoir un accès à la ressource qui des fois est très utile pour la nutrition. Alors si je pense en Afrique, en Asie, etc., on a des populations qui sont très dépendantes en fait de ces ressources-là. Et on pourrait avoir, dans certains contextes, une volonté internationale de créer des aires marines protégées qui va rentrer en conflit avec localement les besoins qu'ont les populations de se nourrir. Voilà. Donc c'est pas si simple, on peut pas juste dire c'est facile, on va créer 30% d'aires marines protégées dans le monde. Ça se fait pas comme ça parce que ça a des implications qui sont très multiples en termes sociaux, en termes économiques, en termes de survie en fait de certaines personnes. Donc ce sont des problèmes compliqués. Donc je dirais qu'on connaît les solutions, mais on n'est pas capable en fait d'implanter ces solutions facilement parce qu'elles ont des répercussions socio-économiques qui ne sont pas forcément acceptables pour les populations et pour les politiques. Tout à fait. Alors, Rodolphe de Villers, nous arrivons au terme de cette émission. On va peut-être commencer à évoquer, pour conclure, une question, parce qu'on a abordé la première question, c'était pourquoi protéger la nature? Cette question éthique, finalement, une question éthique. Cette question, l'homme se préoccupe de protéger la nature pour quelle raison? Est-ce qu'il considère que la nature lui appartient? Est-ce qu'il considère qu'il peut posséder la nature? Est-ce qu'il considère que la nature en soi a des droits? Enfin, il y a tout un tas de questions qui peuvent se poser. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce sujet-là, de votre point de vue de scientifique? On pourrait avoir une 50aine de causeries sur le sujet. Mais ouais, donc les motivations pour créer des aires marines protégées au départ sont diverses. J'ai parlé du tourisme, etc. Alors souvent, quand on va créer une aire marine protégée, on va avoir du mal à la créer si on n'explique pas justement à la population qu'il y a des intérêts pour eux. Donc qui vont avoir un tourisme, des activités économiques qui vont se développer, qui vont avoir potentiellement... Alors, on exclut la pêche de l'aire marine protégée, mais en faisant ça, on peut créer des populations de poissons et les poissons vont sortir de l'aire marine protégée et donc être ensuite pris dans les pêches commerciales à l'extérieur. Donc ça, c'est un argument qui est souvent ramené. Mais c'est vrai que dans tous ces exemples-là, on se passe dans un cadre où on s'attend à ce que l'aire marine protégée nous apporte, nous, à la société, quelque chose. Et l'autre manière, un petit peu l'autre angle qu'on pourrait prendre, c'est de se dire que, en fait, c'est un des seuls outils qui n'est pas à propos de nous, quoi. Ça ne doit pas tout le temps être qu'est-ce qu'on obtient d'un outil comme ça en termes d'humains. On protège ces écosystèmes parce qu'ils ont le droit d'être protégés, parce qu'on n'a pas le droit de les dégrader, parce qu'ils ont existé depuis des centaines ou des millions d'années dans ces écosystèmes-là et que c'est éthiquement, c'est très douteux en fait d'accepter des pratiques qui sont de détruire ou qui peuvent mener à la disparition complète d'espèces. Donc il y a un angle éthique qui est très important. Moi, je me positionne plus justement sur cet aspect-là en me disant on crée des aires marines protégées pour protéger la nature. C'est un outil pour la nature, ce n'est pas un outil pour l'homme. Mais c'est vrai que dans le discours politique, économique, etc., c'est plus difficile. Donc souvent, on arrive dans des arguments où on explique aussi un petit peu pourquoi est-ce qu'on fait ça. Mais protéger des coraux, c'est protéger de l'érosion côtière. C'est protéger, voilà. C'est de protéger aussi la production de poissons qui vont être pêchés dans ces récifs coralliens.
qui sont importants pour les gens, etc. Eh bien, Rodolphe de Villers, merci pour ces mots de conclusion qui nous renvoient peut-être à des causeries futures sur ces questions éthiques. Là, il y a un vrai sujet qui a été depuis longtemps abordé par les philosophes. Je pense que c'est important aussi de l'amener dans ces causeries pour bien permettre à nos auditeurs de pouvoir bien réfléchir à l'ensemble de ces questions. En tous les cas, merci beaucoup. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Rendez-vous pour une prochaine causerie très prochainement où nous parlerons de biodiversité.